Merci. Tac, tac. Ça marche, oui. Le fond, c'est possible. ما هي لا ما فهمتها ما فهمتنيش لا قدرت تشعلهم الفون وهنا تخليه نوار هذاك صافي تروح اللي يحب يكتبوا Attendez, peut-être j'ai pas allumé. Ah oui. Donc, on va continuer la deuxième partie de notre journée et qui va se baser sur l'échographie. Et on va commencer avec Dr Aïtidir, le cerveau fœtal normal. On verra la pathologie également. Ensuite, on verra la pathologie. Je lui cède la parole. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier l'Association des corps médicaux privés de la wilaya de Chlef pour m'avoir invité donc, pour participer à cette journée. Et également, je les remercie de m'avoir donné l'occasion de faire un hommage au professeur Khoja Allah yarhamou. Donc là, on va parler du cerveau fœtal, d'abord normal. Ensuite, on verra quelques cas cliniques et on verra si on pourra faire un live donc, sur patiente. Comme vous savez, donc un rappel embryologique, c'est important. L'encéphale commence à se former à partir du tube neural à la fin du premier mois de la grossesse. Alors, le corollaire important, quand vous avez une femme qui vient chez vous au cabinet pour une grossesse, essayez de la supplémenter en folate rapidement avant la grossesse, sinon très tôt dans le début de grossesse pour éviter les anomalies de fermeture du tube neural. Il y a donc l'apparition sur le tube neural, il y a l'apparition de plicatures et de vésicules. Ainsi, vous aurez 3 vésicules, celle en avant et antérieure, il y aura donc le prosencéphale, au médian le mésencéphale et en arrière le rhombencéphale. Le prosencéphale va se diviser en avant en télencéphale qui va donner les 2 hémisphères cérébraux et en diencéphale qui lui va donner le V3, les thalamies et les noyaux gris centraux de la base. Vers le 5e semaine de la grossesse, donc voilà ça je l'ai dit. Donc regardez en schéma, donc vous avez une vésicule, le tube neural et puis donc la division donc au stade de 5 vésicules. Donc, regardez au début du 2e mois, puis vous avez donc la région télencéphalique qui évolue rapidement pour, donc, regardez, donc au 7e mois, vous avez donc le télencéphale qui donne les hémicerveaux qui évolue donc rapidement. Là, donc, l'anatomie, c'est très important. Donc, en échographie, que ce soit en gynéco ou en obstétrique, c'est très important de savoir régler son appareil, de connaître l'anatomie et parler le même langage, c'est-à-dire respecter les recommandations. Donc là, sur le plan anatomique, donc c'est un cerveau adulte avec une coupe, c'est comme la coupe du bipariétal, d'accord, que vous voyez, la scissure interhémisphérique, et là, donc les cornes frontales, les cornes occipitales, avec donc ici les thalamies, les noyaux codés, et là, vous avez les noyaux lenticulaires, d'accord, voilà. Ensuite, là, vous avez la coupe sagittale donc, du cerveau, donc avec ici donc l'hémicerveau. Ici, vous avez le noyau, le corps calleux, donc le corps calleux, avec le gyrus singulaire. Et ici, vous avez la cavité septale. Et ici, vous avez le fornix. Et là, vous avez la lame tectale, le vermis, le V4. Et ici, donc juste en dessous de la cavité du fornix, vous avez le V3 avec ses différents récessus. Et ici, le V3 communique avec le V4 à travers l'aqueduc du Sylvius. Donc, en face de la lame tectale, vous avez les pédoncules cérébraux et en face du V4, vous avez le pont. On va voir tout ça en échographie. C'est important de reconnaître l'anatomie. Là, c'est la coupe coronale. La coupe coronale du cerveau, elle est très, très importante en échographie. Donc, sur le plan anatomique, regardez ici, vous avez la scissure interhémisphérique, ici le genou du corps calleux, les 2 cornes frontales avec une petite cavité septale et ici les différents noyaux des thalamies, les noyaux lenticulaires.
Voilà, et ici, vous avez donc, c'est surtout le lobe frontaux, et ici, c'est le lobe pariétal, et c'est le lobe temporaux. Et les deux scissures sylviennes, regardez, ici, elles sont bien operculées. C'est un cerveau adulte. Là, donc, j'ai tout en 3D, donc le cerveau, le gyrus singulaire et le corps calleux, V3, cavité septale. Cavité septale, ici le fornix, et regardez le V3, les différents récessus communiquent actus silvus avec le V4. Voilà. Maintenant, ici, exprès, donc j'ai enlevé le corps calleux, la cavité septale, j'ai laissé juste les gyrus singulaires et avec ici le fornix. Le système ventriculaire, c'est important de connaître le système ventriculaire. Pourquoi? Vous entendez parler de ventriculomégalie, d'hydrocéphalie. Alors, le système ventriculaire, il est composé de 2 ventricules latéraux. Chacun, il a une corne frontale, une corne occipitale, une corne latérale, et qui communiquent au milieu avec le V3 par les trous de Monro, et le V3 et le V4, comme je viens de le dire, communiquent à travers l'actus de Sylvius, et ce liquide céphalorachidien va aller dans les espaces péricérébraux à travers les trous de Louchka et dans la moelle épinière à travers le trou de Magenti. Ici, regardez le système ventriculaire, donc ici en latéral, en axial, corne frontale, corne occipitale et corne latérale. Et ici, c'est le corps du ventricule latéral, le carrefour ventriculaire, c'est ici. C'est là qu'on mesure est-ce qu'il y a une ventriculomégalie ou pas. Et donc, ces ventricules latéraux communiquent avec le V3 par les trous de Monro. Voilà le V3 avec ses différents récessus. Trou de Magenti, plutôt l'actus de Sylvius qui va dans le V4 que vous voyez ici. Donc ici, voilà, le système anatomique du cerveau avec le système ventriculaire, et vous savez que la production de LCR, elle se fait dans les plexus choroïdes. Regardez dans le plexus choroïde ici du V3, voilà ici du V3, les ventricules latéraux. Dans les ventricules latéraux, les plexus choroïdes, vous les trouvez dans les cornes, dans les cornes occipitales, on ne les trouve pas dans les cornes frontales, et dans le V4. Et ceci, donc ce LCR donc, va aller au niveau des espaces péricérébraux, ils vont être réabsorbés par les arachnoïdes, les granulations arachnoïdiennes. Là, exprès, donc je vous ai mis sur l'anatomie, la scissure interhémisphérique. Elle est très importante quand vous faites une échographie. La scissure interhémisphérique, c'est l'espace qui est délimité par les 2 hémicerveaux, la face interne du cerveau à droite et à gauche, et qui contient ici l'arachnoïde. Cet arachnoïde, on ne la voit pas, sauf quand on a des espaces péricérébraux qui sont larges, quand on a certaines pathologies, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Et normalement, regardez, cette scissure interhémisphérique, elle va jusqu'au genou du corps calleux qui est là. Et regardez les 2 cornes frontales, elles sont de part et d'autre de la petite cavité septale. Ici, c'est un cerveau adulte, donc la cavité septale, elle est très, très, très petite. Mais voilà, ce qui signe sa présence, c'est la séparation nette de ces 2 cornes frontales. Et il y a certaines pathologies, dont les holoprosencéphalies, où vous n'avez pas cette scissure interhémisphérique. Elle n'existait pas et vous n'avez un seul ventricule. C'est pour ça que je vous fais ce schéma anatomique tout à l'heure quand on verra les cas. La vascularisation du cerveau, elle est importante à connaître. Parfois, on vous parle de la vascularisation, parfois elle est importante à étudier. Alors ici, vous avez donc l'artère cérébrale antérieure qui va se partager en artère péricaleuse et en artère calloso-marginale. L'artère péricaleuse qui, elle, regardez, quand je vous ai enregistré tout à l'heure sur le Doppler, j'ai checké une patiente, je vous ai enregistré l'artère péricaleuse, et vous allez voir que quand il y a une agénésie du corps calleux, cette artère péricaleuse, elle va aller sous la table osseuse, c'est ce qu'on appelle le serpent sous la table, parce qu'il n'y a pas de corps calleux. Le retour veineux, il est très important à connaître, parce qu'il y a des pathologies en rapport avec des anomalies du retour veineux. Alors le retour veineux, alors le cerveau, le retour veineux se fait par les artères, les veines internes du cerveau qui se jettent dans la grande veine de Galien, puis qui se jettent ici dans le sinus droit, d'accord, qui est sur la tente du cervelet, et vous avez le sinus sagittal supérieur, ils se rencontrent tous. Voilà, le sinus droit et le sinus sagittal supérieur au niveau du torculaire ou le confluent des sinus, puis
on aura le sinus transverse droit et gauche. Ils vont se jeter dans les golfes jugulaires, puis dans les veines jugulaires. Vous allez voir qu'il y a des pathologies en rapport avec ces anomalies de retour veineux. On vous parle tout le temps, donc on vous parle quand on a le cerveau, on vous parle d'artère cérébrale moyenne, quand on a besoin de faire le Doppler cérébral, on vous parle aussi du polygone de Willis, qui nous sert parfois à chercher, par exemple, à mesurer le chiasma optique. Alors ici, regardez, le polygone de Willis, il est là. Hop, il est là. Vous avez les deux artères vertébrales antérieures qui donnent le tronc basilaire. Le tronc basilaire va donner les deux artères vertébrales postérieures qui communiquent avec les communicules postérieurs avec l'artère cérébrale moyenne, droite et gauche qui, elle, naît de l'artère carotide interne. C'est l'artère cérébrale moyenne, droite et gauche, elles vont communiquer avec les communicantes antérieures, avec les artères cérébrales antérieures. Ça fait un polygone et au milieu, on a, regardez, la tige pituitaire, on a l'hypophyse et juste en arrière ici, à côté, vous avez les deux, le chiasma optique, la partie postérieure, quand par exemple je suspecte une agénésie septale, je veux voir s'il n'y a pas une dysplasie septo-optique, c'est là que je veux mesurer mon chiasma optique. Là, c'est en 3D, la même chose. Voilà. Maintenant, donc, on passe au vif du sujet. Aujourd'hui, on va faire le cerveau. On va faire le cerveau donc, au premier trimestre. Au premier trimestre, pourquoi je vais vous parler du cerveau au premier trimestre? Parce qu'il y a des pathologies que l'on peut diagnostiquer au premier trimestre. Et en général, on passe à côté, des gynécologues passent à côté, voilà, parce que donc ils font pas donc leur échographie donc correctement. Qu'est-ce qu'on nous demande dans les recommandations? Donc il faut respecter les recommandations. Il faut pas, on peut faire plus, mais faire au moins ce qu'on vous recommande. Donc dans le premier trimestre, on vous demande la mesure du bipariétal. Et regardez, donc je vais vous montrer. On vous demande les contours de la boîte crânienne et absence de la particularité de la ligne médiane. Alors, les contours de la boîte crânienne, donc je vais vous montrer. Ça, c'est le CTE, le Comité technique d'échographie, donc avant 2016, la CNEOF à partir de 2016, mais maintenant, il y a la CNEOF 2023, la CNEOF 2022-2023. Voilà ce qu'on vous demande. Ça, je vous ai mis exprès tous les clichés qu'on vous demande, mais aujourd'hui, on va parler de cerveau. On vous demande présence de la boîte crânienne. Donc, on a des patientes chez qui, dernièrement, j'ai reçu une patiente qui était à 27 semaines, on me l'adresse pour hydramnios, alors que le bébé, il n'avait pas de boîte crânienne. Ça, c'est un diagnostic du premier trimestre. Donc, premier trimestre, quand vous faites votre échographie, regardez bien, est-ce que vous suivez toute la boîte crânienne, hein, pour éliminer les séquences d'acranie. Hein. Deuxièmement, on vous demande est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie de la ligne médiane. C'est quoi l'anomalie de la ligne médiane au premier trimestre? C'est-à-dire que je vois cette ligne médiane qui va ici, c'est l'actique sylvius, qui va là jusqu'au bout. Elle arrive jusque-là. Si elle n'arrive pas jusque-là, ça veut dire que très probablement j'ai une holoprosencéphalie. L'holoprosencéphalie, c'est une pathologie sévère, grave. Le diagnostic doit être fait au premier trimestre. Maintenant, voilà. Donc, ce qu'on vous demande en 2023, contours céphaliques, ils sont habituels, aspect de la ligne médiane habituel et aspect des plexus choroïdes. Parfois, ils sont très développés, c'est signe de pathologie. Regardez, donc voilà. Quand je prends le BIP au premier trimestre, je le prends, regardez, je prends comme si j'étais au deuxième trimestre. Je prends là où il y a les thalamies. Je prends pas plus haut, là où il y a les ventricules latéraux. Je prends là où il y a les thalamies, voilà, et je fais le tour. J'ai ma boîte crânienne, j'ai pas une séquence d'acranie. Un. Deuxièmement, regardez la ligne médiane, je vais de là à là, elle est continue. Je risque pas d'avoir une holoprosencéphalie. D'accord? Bon, là, je passe pour le diagnostic de la clarté intracrânienne. Ça, je passe dessus. Bon, je vous montre juste à 13 semaines, on voit quand même, regardez, on voit le cervelet, hein, le cervelet qui est complet. Et regardez la ligne médiane, elle va jusqu'au bout. OK? Ça, c'est très important. Là, regarde. Alors, je vous montre aussi ça. On est à 8 semaines. À 8 semaines, parfois, il y a des gynécologues pour cette image anéchogène. Je reviens en arrière. Pour cette image anéchogène, voilà. Cette image anéchogène, on m'adresse la patiente, on me dit qu'il y a une image anéchogène à l'intérieur du cerveau. Celle-là, c'est la vésicule rhombencéphalique. C'est physiologique.
Bon, ça c'est en 3D, ce qu'on peut avoir en 3D. Donc le cerveau, regardez, la vésicule rhomboencéphalique, elle est là. C'est les deux vésicules télencéphaliques. Et regardez, la ligne médiane, elle est continue. Ça, on vous le demande pas, c'est pas un problème. Voilà. Alors voilà, j'ai mis en grand. Donc, la boîte crânienne, elle est continue. Pas de séquence d'acranie, pas d'exencéphalie, pas d'anencéphalie. Et regardez, hop, je vais jusqu'au bout. J'ai ici l'actus sulvus et ici, donc j'ai le diencéphale. Et là, donc j'ai les thalamies qui sont là. OK? C'est continu, j'ai pas d'holoprosencéphalie. Voilà, donc là je passe. Là maintenant, je passe au deuxième trimestre pour le cerveau. Au deuxième trimestre aussi, le cerveau, il faut bien l'examiner pour ne pas passer à côté de certaines pathologies. Alors, ce que je veux vous dire, c'est très très important. En échographie fœtale, il faut être expert du normal. Parce que ce qu'on vous demande, que ce soit les médecins généralistes qui font de l'échographie ou bien pour les gynécologues, on vous demande pour les dépisteurs de dire que c'est pas comme d'habitude. Tout simplement, on vous demande pas de faire un diagnostic. D'accord? Et pour être expert du normal, il faut connaître le normal. Parce que beaucoup de gynécologues donc, se bourrent le crâne avec des pathologies compliquées, complexes, et ils ne connaissent pas le normal et ils ne font pas ce qu'on leur demande dans les recommandations. D'accord? Donc là, regardez dans les recommandations pour ceux qui font l'échographie du deuxième trimestre, pour l'échographie de dépistage, l'échographie morphologique, vous devez fournir tous ces clichés, 23 clichés. Maintenant, on est sur le cerveau. Sur le cerveau, on vous demande donc, on demandait ça, ça et ça. En 2022, jusqu'à 2016, on était là et là pour le cerveau. Après, en 2022, ils ont rajouté ça. Après, en 2023, ils l'ont enlevé parce que, voilà, d'accord, il y a eu trop de chaînes en France parce qu'on ne voit pas le corps calleux et tout, donc ils l'ont enlevé. Donc, on est sur ça et ça, d'accord? Voilà ce qu'on vous demande. Donc, on vous demande la coupe du bipariétal, d'accord, avec ses repères, et le plan cavo-cérébelleux. Voilà, ça aussi, c'est une coupe du cerveau. Quand on n'arrive pas à avoir celle du corps calleux, c'est une coupe de remplacement, mais vous, on ne vous la demande pas. Voilà. Alors, en 2023, on vous demande l'aspect de la boîte crânienne, qui est habituel parce qu'il y a des cas où on passe à côté d'anencéphalie et d'exencéphalie. C'est-à-dire que vous avez tout le cerveau qui baigne dans le liquide amniotique, mais il n'y a pas de boîte crânienne. L'aspect des ventricules latéraux. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que dans les recommandations, vous avez les silhouettes. Vous avez vu les silhouettes, il y a deux silhouettes. Plan cavo-cérébelleux, plan du bip. Mais après, vous avez les items à renseigner. Les items, c'est aspect de la boîte crânienne, il est habituel. Aspect des ventricules cérébraux, c'est-à-dire il faut apprendre à mesurer le ventricule latéral, à les regarder et à les mesurer. Et aspect de la ligne médiane, c'est-à-dire, on va la voir tout à l'heure, est-ce que toute la ligne médiane est normale? Présence du corps calleux, au moins la cavité septale, présence et aspect du cavum septum lucidum, on va le voir, aspect des espaces liquidiens de la fosse cérébrale postérieure, et aspect du cervelet, est-ce qu'il est habituel? Donc, les deux silhouettes, on les veut pour le cerveau, et ces items, ils doivent être satisfaits. Il faut les regarder. S'il y a un problème, la patiente, elle peut revenir, vous dire, docteur, vous n'avez pas vu parce que vous devez voir ça et ça et ça. D'accord? Il y a Google qui les aide. Alors, l'échographie au deuxième trimestre, donc diamètre bipariétal et le PC selon la méthodologie qu'on utilise. Moi, actuellement, j'utilise les courbes intergrosses, d'accord? Mais, donc, il faut mesurer selon la méthodologie que vous utilisez. Alors, le crâne, maintenant, on va voir. Regardez, là, c'est une coupe du bipariétal. Le coupe du bipariétal, donc, il faut zoomer l'image, hein. Deuxièmement, alors, pour la coupe du bipariétal, on a deux repères. Un repère antérieur important, c'est la cavité du septum lucidum. Un repère postérieur, c'est la citerne ambiante. Je ne dois pas voir de cervelet. On voit encore beaucoup de patientes qui viennent chez nous pour un deuxième avis avec un bipariétal mesuré sur tout un cervelet qui est à l'intérieur. On est sur plan cavo-cérébelleux, c'est pas un bon plan. D'accord? Donc, moi, comment que je fais pour garder le cerveau? Une fois j'ai mes repères, antérieurs, postérieurs, d'accord?
C'est bien si vous rajoutez la vallée sylvienne, c'est bien si vous rajoutez les deux thalamies, d'accord? Ensuite, il faut avoir, quand vous avez fait votre image, selon les critères de qualité, il faut avoir une méthodologie également dans l'analyse sémiologique qui doit être rigoureuse. Ce que je fais, c'est que je commence par là où il y a la scissure interhémisphérique, je fais le tour. Pourquoi? Pour voir s'il y a la continuité donc de la boîte crânienne, que la boîte crânienne, si j'appuie, elle n'est pas dépressible, que mes sutures, que la boîte crânienne est régulière, que les sutures donc sont là, qu'il n'y a pas une solution de continuité de cette boîte crânienne qui peut siéger partout sur le pourtour et surtout au niveau de la région occipitale. Une fois je termine, je reviens, je rentre par là, hop, je dois voir ma scissure interhémisphérique. Cette scissure interhémisphérique, elle doit être continue, d'accord? Si elle n'est pas continue, il y a un problème. On peut avoir une scissure interhémisphérique qui est absente ou bien elle est en partie, elle communique de là à là. Ça peut être un signe en faveur d'une holoprosencéphalie qui est lobaire. Donc, je rentre, ma scissure interhémisphérique, elle est continue. Ici, j'ai le sillon précalleux. Là, j'ai la cavité septale. La cavité septale, c'est un marqueur important de l'intégrité de la ligne médiane. C'est très important. Cette cavité septale, elle siège où? Elle siège au niveau de la ligne bicoronale. D'accord? Alors, elle est à la hauteur des cornes frontales qui sont là. Elle est à la hauteur des cornes frontales. Elle peut être rectangulaire, ça c'est un petit peu la coupe typique de la cavité septale, un petit peu la coupe école de la cavité septale, mais elle peut avoir une forme arrondie, elle peut avoir une forme triangulaire, elle peut être ovalaire, elle peut être carrée. Mais il y a un élément important. Toujours le diamètre antéro-postérieur, il est supérieur ou égal au diamètre transverse. Jamais le diamètre transverse supérieur au diamètre antéro-postérieur. Quand c'est le cas, cette cavité, elle ne siège pas ici, elle est plutôt là. C'est une ascension du V3 en rapport avec l'absence d'une cavité septale et la génésie du corps calleux. Donc, rappelez-vous, la cavité septale, elle est comme ça. Vous avez les deux cornes ici frontales. J'arrive ici, j'ai le V3. Il est petit, le V3. Ensuite, la citerne ambiante. Je ne vois pas le cervelet. Je reviens par là et j'analyse mon ventricule latéral. Le ventricule latéral, normalement, il est anéchogène. Il est à parois fines, d'accord, et régulières, avec des plexus choroïdes qui sont homogènes, d'accord. Et quand je veux mesurer mon ventricule latéral, donc je mesure en face du sillon pariéto-occipital interne. C'est celui-là. Vous le voyez? Voilà. Alors, il y a parfois des médecins qui règlent mal le gain ou qui ne sont pas perpendiculaires à ce ventricule. Ainsi, de là jusque là, tout est noir. Ça, on ne le voit pas. Et ils mesurent de là à là et ils prennent ça pour une ventriculomégalie 1. J'ai reçu une fois un cas pour ventriculomégalie où la mesure s'est faite ici, là, de là à là. D'accord? Donc, je vous montre bien que le lieu de mesure, c'est ici. Il faut être perpendiculaire. D'ailleurs, même mes ultrasons, si vous avez vu, ils sont perpendiculaires à toute la ligne médiane. Pour des raisons purement physiques, et acoustiques, une structure que l'on veut échographier, d'accord? Pour l'avoir correctement, il faut être perpendiculaire à cette structure, d'accord? Voilà. Donc, regardez, je suis parallèle à la ligne médiane et surtout, je suis parallèle au ventricule latéral. Donc, je mesure de là à là, d'accord? Et un ventricule qui est occupé totalement avec un plexus choroïde, c'est pas la peine de mesurer, il n'y a pas de ventriculomégalie, d'accord? Voilà. Donc, je reviens ici, j'ai vu mon ventricule, je l'ai analysé. Après, je viens ici, j'analyse les noyaux gris centraux.
les thalami. En général, ils sont un peu plus écogènes que le parenchyme autour. J'analyse les noyaux lenticulaires et les noyaux codés. Un, il est là et un, il est là. D'accord? Puis, j'analyse tout son parenchyme. Je vais vous montrer tout à l'heure des pathologies où il y a des anomalies au niveau du parenchyme. J'analyse ce parenchyme. Ensuite, je termine par la vallée sylvienne. La vallée sylvienne, c'est un marqueur de la maturation cérébrale, de la maturation corticale. Comme il dit Jean-Philippe Beau, il n'y a pas de fœtus qui a une anomalie de la giration et qui a une vallée sylvienne qui est normale. D'accord? Il y a beaucoup de sillons que l'on peut analyser, mais vous, on vous demande juste de voir la vallée sylvienne. Je vais vous expliquer tout à l'heure quelle forme elles ont à chaque âge gestationnel. Il faut savoir une chose, c'est que le cerveau normal du fœtus, il change au gré de son développement. C'est pour ça que quand vous faites une échographie ou une IRM, il faut connaître l'âge gestationnel et connaître le normal et les variants du normal. D'accord? Voilà. Alors, une fois j'ai fait la vallée sylvienne, je termine par un élément important et de taille. C'est les espaces péricérébraux. Regardez ici, un espace péricérébral. Ces espaces péricérébraux, quand ils sont larges, il faut rechercher une anomalie de la maturation du cerveau. Est-ce qu'on n'a pas un micro-cerveau? D'accord? Et si j'ai des espaces péricérébraux qui sont absents, recherchez une anomalie de fermeture du tube neural. Quand on a spina bifida ouvert, pardon, je me suis trompée, on ne dit plus, alors aujourd'hui, je vous dirais, on ne dit plus spina bifida, on parle de dysraphisme. Si j'ai un dysraphisme ouvert, ici, ces espaces péricérébraux, ils sont absents. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous me suivez? Voilà. Je vous explique bien le normal. On verra les pathologies. Il faut connaître le normal. Il faut connaître comment on mesure un ventricule. Et si c'est pas comme d'habitude, et respecter les recommandations, si c'est pas comme d'habitude, là, vous referez. Maintenant, alors pour cette courbe-là, ça c'est pour le diagnostic, on demande... Pour le diagnostic, on demande donc celle-là, donc cette courbe maintenant, on vous la demande pas. Pour ceux qui font le dépistage, on vous la demande pas, mais je vous demande volontiers de la faire parce qu'on peut pas un organe pour dire qu'il est normal si on le voit pas dans les 3 plans, on peut pas dire qu'il est normal. Si j'ai un corps calleux court, je ne peux pas le voir si je fais pas une coupe sagittale. On est d'accord? Donc là, regardez, ça c'est le corps calleux. C'est une patiente qui a 23 semaines, un corps calleux. Rappelez-vous l'anatomie tout à l'heure. Là, c'est la cavité septale. Après, rappelez-vous, sur la coupe sagittale, il y a ce qu'on appelle le fameux 3 qui va dans la galette blanche. Le fameux 3, c'est-à-dire la première anse, c'est le fornix. La deuxième anse, c'est la lame tectale. Et la galette blanche, c'est le vermis. En face de la première anse qui est le trigone, c'est le V3, ça c'est le V3, et en face la deuxième anse, la lame tectale, c'est les pédoncules cérébraux, et en face de la lame, plutôt de la galette blanche qui est le vermis, vous avez ici le V4, et ici vous avez le pont. Le pont, regardez bien, sa partie antérieure, on a un aspect de bichromie, c'est-à-dire la partie antérieure, elle est un peu plus écogène que la partie postérieure. Voilà, ça je l'ai dit. Voilà. Alors maintenant, les plans. Quand vous faites des coupes, on vous demande la coupe du bipariétal et la coupe du plan cavo-cérébelleux. D'accord? Il y a le plan transventriculaire. Alors le plan, rappelez-vous, alors toutes ces coupes-là, elles passent par la cavité septale. Alors la coupe du bip, elle passe par donc la cavité septale. Rappelez-vous tout à l'heure, voilà celle-là, c'est celle-là, la rose. On a la cavité septale qui est là, et ensuite, on passe en arrière sur la citerne ambiante. On ne trouve pas le cervelet. Ceux qui m'envoient des patientes avec un cervelet, ça veut dire qu'ils prennent celle-là. C'est le plan cavo-cérébelleux. D'accord? Voilà le plan cavo-cérébelleux. C'est ici, regardez. Et ça, c'est le plan transventriculaire. Je monte un peu plus haut. Maintenant, je vais vous montrer... Alors, le plan du bipariétal, bon, chez vous, c'est un peu noir. C'est un peu noir. Regardez. Donc là, la cavité septale, elle est là. La citerne ambiante, regardez comment elle est, ce triangle-là. C'est une belle coupe du bipariétal. Et regardez comment que je mesure. Est-ce que vous voyez ici le sillon pariéto-occipital? On le voit. Il est là. D'accord? C'est celui-là. Je mesure en face. De là et là, il faut que je sois perpendiculaire. Voilà.
Maintenant, alors, les coupes, c'est-à-dire quand, par exemple, vous passez un examen, on vous donne une coupe du bipariétal, on vous donne une coupe du bip, alors il y a des éléments, la cavité septale, elle doit exister, les thalamis, ils doivent être là, la citerne ambiante, elle doit être là, le cervelet, je ne dois pas le voir, la vallée sylvienne, elle doit être là, il faut une symétrie par rapport aux os pariétaux de la ligne médiane, c'est-à-dire de là à là, il faut que je sois en axial strict, des calipers externes, c'est-à-dire, voilà, il faut zoomer, il faut à l'extérieur pour les calipers. L'ellipse pour le PC, il faut la mettre, elle doit être autour, tout à fait au ras de la boîte crânienne. Et la ligne médiane, d'accord, elle doit être perpendiculaire, d'accord, la ligne médiane doit être perpendiculaire au faisceau ultrasonore. C'est très important. Ça, c'est les critères de qualité, d'accord? Maintenant, le cavum vergué. Le cavum vergué, alors c'est une prolongation de la cavité du septum lucidum en arrière. C'est un aspect rectangulaire en coupe axiale. Regardez, donc j'en ai reçu une il y a 2 jours. Une patiente, donc la cavité septale, elle est là, mais elle avait ça aussi, elle avait ça. Donc son médecin me l'adresse. Oui, ça c'est une variante du normal. La cavité, vous savez, quand on a vu tout à l'heure, la cavité septale, elle était là, mais parfois se prolonge un petit peu en arrière. C'est un aspect habituel. Puis la région postérieure, elle va se résorber et c'est un aspect habituel. C'est une variante du normal. Quand vous le connaissez, vous n'adressez pas votre patiente chez donc un référent. Maintenant, la fosse cérébrale postérieure. La fosse cérébrale postérieure, donc là, on va la voir en image, c'est mieux. Alors là, c'est le plan cavo-cérébelleux. Le plan cavo-cérébelleux, quand vous prenez, il faut avoir la cavité septale d'abord, un. Deuxièmement, il faut avoir le cervelet en totalité. Essayez, quand vous la faites, d'avoir en plus le V4. Le V4, essayez de l'avoir, d'accord? Et une cavité, une fosse cérébrale postérieure normale égale un cervelet de diamètre transverse du cervelet, il est en rapport avec la gestationnelle et sur plan anatomique, il est normal, c'est-à-dire qu'il comporte 2 lobes cérébelleux séparés par un vermis qui est médian, qui sépare un lac rétrocérébelleux en arrière qui est inférieur à 10 mm et en avant le V4, d'accord? C'est ça, un cervelet qui est normal. Voilà, alors les critères de qualité. On vous donne, pendant l'examen, on vous dit, allez, que le plan cavo-cérébelleux. Plan cavo-cérébelleux, le dos de lobe cérébelleux, ils doivent être là. L'os occipital, je dois le voir pour mesurer ce lac. La citerne postérieure, je dois la voir. Il faut zoomer, toujours ne travaillez pas sur des images timbre-poste. Il faut une symétrie par rapport à la ligne médiane, doit être symétrique aux os pariétaux. Et la cavité septale, elle doit être là. Remarquez votre image par rapport à celle de tout à l'heure, elle est un petit peu inclinée. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cervelet, il est dans la fosse cérébrale postérieure. Si vous essayez d'aller perpendiculaire, vous êtes gêné par la pyramide pétreuse ici. Donc, il y a un cône, il y a un faisceau, un cône d'ombre. Vous ne pouvez pas voir le cervelet. Donc, il faut vous incliner, rentrer par la fenêtre acoustique lambdoïde. Ça vous permet de voir correctement votre cervelet. Bon, ça c'est le plan transventriculaire, c'est pas important pour nous. Alors là, exprès, je vous ai remis l'anatomie. Je vous remets l'anatomie, regardez, là c'est une écho et là c'est l'anatomie. Regardez, ici, hop, c'est le corps calleux. Ça c'est le corps calleux, ma cavité septale, ma cavité septale. Là, alors, regardez, le cavum vergué, il est là. Vous voyez ça? Ça se prolonge en arrière. Après, le fameux 3 qui va dans la galette blanche. Alors, le fameux 3, la première anse, elle est là. Pilier du trigone, il est là. Deuxième anse, elle est là. Lame tectale, elle est là. Le vermis, il est là. Le V4, il est là. Troisième ventricule, il est là avec ses différents récessus. Et ici, les pédoncules cérébraux, ils sont là. Et là, on a le pont, il est là. Est-ce que c'est clair? Vous revoyez l'anatomie, à chaque fois que vous faites une écho, voilà. Donc maintenant, voilà, j'ai agrandi exprès, regardez, votre corps calleux, cavité septale, le fameux 3 qui va dans la galette blanche, le vermis. La tente du cervelet, elle est là. Le torculaire, il est là. On va parler de pathologie, d'ascension de la tente du cervelet. Rappelez-vous cette anatomie. Regardez cet aspect de bichromie. Antérieur, c'est échogène. En arrière, c'est hypoéchogène.
Alors, la cavité, pardon, la coupe coronale. La coupe coronale, elle est très, très importante en information. Vous êtes des dépisteurs, on vous demande dans les recommandations le plan du BIP, le plan cavo-cérébelleux, mais je vous invite volontiers à faire la coupe sagittale qui ramène beaucoup d'informations et la coupe coronale également. Par exemple, je n'arrive pas à voir mon corps calleux. Je n'arrive pas à faire la coupe sagittale. Eh bien, je tourne 90 degrés, le BIP 90 degrés, j'ai cette coupe-là. Je vois, regardez, je vois ici ma scissure interhémisphérique, la giration, les sillons singulaires. Je vois le genou du corps calleux, mon corps calleux est là. Je vois mes deux cornes frontales. Ça me permet de voir que les cornes frontales elles sont symétriques, elles sont pas dilatées. Et si c'est la cavité septale, le V3, il est là. Les deux thalamies, regardez, vous voyez les deux vallées sylviennes. Je vais vous montrer d'autres photos où c'est mieux, même de l'autre côté. Vous voyez que parce que, rappelez-vous, quand vous faites le plan cavo-cérébelleux ou quand vous faites le plan du BIP, la partie proximale du cerveau, vous n'arrivez pas à la voir. Pourquoi? Parce que il y a des mouvements de réverbération en rapport avec la présence de l'os. D'accord? Donc, quand je fais la coupe coronale, je vois les deux vallées sylviennes. La proximale avec la coupe du BIP, je la vois pas, mais là, je vais voir les deux vallées sylviennes. Je peux avoir une vallée sylvienne distale que j'ai vue, elle est bien, mais celle la proximale, elle est détruite par ce phénomène clastique. Donc là, vous allez les voir, hein. Deuxièmement, l'importance de cette coupe coronale, c'est que vous allez ici voir ces lobes temporaux que vous ne pouvez jamais voir sur les autres coupes et c'est le siège de prédilection des infections ACMV. Là, regardez comment je balaye. Je suis en coronale, je vais d'avant en arrière. Regardez, je vais d'avant en arrière. Hein, ça me permet, regardez, ici, je vois même le cervelet. Quand je vais complètement en arrière en front back. Et ici, regardez, c'est au niveau. Je sais que j'ai mon corps calleux, j'ai pas de dilatation ventriculaire. Et ici, c'est le plexus choroïde du V3. Là, hein. Maintenant, j'arrive à un élément important. C'est comment mesurer le ventricule latéral pour dire est-ce qu'il y a une ventriculomégalie ou pas. Souvent, beaucoup, même les gynécologues, parfois, ils disent à la dame, oui, ça va partir, la ventriculomégalie à combien, on ne sait pas. Parfois, ils mesurent, c'est pas bien mesuré. Eh bien, comment mesurer? Il y a Laurent Guibaud, donc la technique de Laurent Guibaud. Alors, on a un score satisfaisant quand c'est supérieur à 5. Il y a une méthode qu'il faut respecter. Il faut retenir qu'un ventricule latéral pendant toute la grossesse, il est inférieur ou égal à 10 mm. D'accord? Il est inférieur ou égal à 10 mm. Et alors, le plan, comment on mesure où? C'est sur un plan axial strict. C'est-à-dire un peu, c'est comme la coupe du bipariétal. Je suis là, mes ultrasons, ils partent par là pour avoir donc ce qu'il y a ici à l'intérieur. Donc, je suis en axial. C'est pas comme ça, c'est pas en sagittal, c'est pas en coronal. Je veux une coupe axiale. Vous m'avez compris, d'accord? Une coupe axiale. Je suis maintenant en coupe axiale. Après, je me dis, donc, auquel niveau je vais être en plan axial? Je peux avoir un plan axial là, là, là. Eh bien, vous allez être dans le niveau où vous devez avoir un repère antérieur qui est le plan, les piliers du fornix. On peut avoir la cavité septale, mais avec Laurent Guibaud, c'est mieux avec le pilier du fornix. Et en arrière, la citerne ambiante. Maintenant, j'ai trouvé mon plan. Je suis en axial strict, oui. J'ai ma cavité, le fornix en avant, un pilier du fornix en avant. J'ai ma citerne ambiante en arrière. Mais après, je me dis, mais je mesure où maintenant? Eh bien, je mesure en face du sillon pariéto-occipital interne que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? J'ai trouvé où mesurer, c'est bon, je sais où mesurer, mais comment je vais poser mes calipers? Eh bien, mes calipers, je dois être en two-on, c'est-à-dire prendre que la région qui est noire où il y a du liquide, je ne déborde pas sur les parois du ventricule en two-on, d'accord? Et je dois être perpendiculaire au plan ventriculaire, je ne vais pas être comme ça, voilà, ventricule, paroi là, par ici, hop, c'est perpendiculaire. La taille de l'image, toujours, il faut zoomer. D'accord? Il ne faut pas travailler sur une image timbre-poste.
Regardez, voilà. La citerne ambiante. Regardez, ça c'est très, très, très important. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a certains qui prennent le bip avec le cervelet dedans. D'accord? Bon. Il y en a certains, bon, qui ne font pas ça, mais il y a autre chose où ils ne font pas très attention. C'est qu'ils prennent, regardez ça ressemble à une cavité septale. Je ne suis pas dans une cavité septale. Vous passez un examen, on vous donne la coupe du bip, vous prenez ça, au revoir l'année prochaine. Parce que là, vous êtes sur le pilier du trigone. Pilier, rappelez-vous tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, je vous ai montré corps calleux, cavité septale, trigone. On est d'accord? Donc, cavité septale, c'est plus haut, la coupe du bip, mais le pilier du trigone, c'est plus bas, c'est ici. D'accord? Ça, c'est bon pour mesurer le ventricule latéral. Et voilà le ventricule latéral, comment que je mesure, de là à là. D'accord? Je vais vous montrer tout à l'heure 2 images. Regardez. Celle-là, elle est bien pour le bip et elle est bien pour le ventricule, pour mesurer le ventricule latéral. D'accord? Une autre méthode, ça c'est la cavité septale. Voilà, et je mesure ici. Maintenant, celle-là. Là, je suis sur le pilier du trigone. Ça, je peux mesurer le ventricule latéral, mais pas le bip. C'est très, très, très important. Beaucoup ne font pas attention à ça. Je vous mets les deux en même temps. Voilà. Là, j'ai pas une image échogène qui interfère au milieu. Là, si. Regardez, cavité septale, là, ici, le citerne ambiant, citerne ventricule. Donc là, OK pour le ventricule latéral, OK pour le bip. Là, non. OK pour le ventricule latéral, mais pas pour le bip. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vous ai mis exprès, voilà, c'est une grossesse de 27 semaines. Regardez le corps calleux, on répète, c'est important pour vous mettre les idées en place. Regardez le corps calleux, voilà la cavité septale par laquelle je passe pour faire le bip, regardez. Cavité septale, citerne ambiante, je passe pas par le cervelet, on est OK? Et maintenant, si vous voulez faire le ventricule latéral, méthode Laurent-Guibault, on passe par le pilier du trigone qui est en bas, pas par la cavité septale, pas par là, on passe par là. Est-ce que c'est clair? C'est important de connaître l'anatomie. Vous avez vu que c'est bien l'anatomie. Ça, on monte les 8. Voilà, regardez comment que je balaye. On sagittale aussi, je vais à droite, à gauche. Ça me permet de voir les 2 ventricules latéraux, d'accord, et analyser leurs parois, d'accord. Et regardez en plus, vous arrivez à avoir toute la ligne médiane. Alors, la transfrontale view, c'est une coupe, voilà, on l'a fait tout à l'heure. Ça me permet, là, ça vous permet de dire que vous êtes réellement sagittal strict parce qu'on a les OPN, et on a ici le corps calleux, la cavité septale, le fameux 3 qui va dans la galette blanche que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Mais là, regardez, ça vous permet ici, à travers cette fenêtre acoustique, de voir les éléments de la ligne médiane. Contour de la boîte crânienne. Donc, regardez le contour de la boîte crânienne. Je vous ai dit tout à l'heure, voilà, il faut bien faire le tour. Alors, élément important, je vous rajoute un petit détail, c'est que quand vous regardez la boîte crânienne, essayez donc de voir sur la coupe du bip, mais essayez de monter et de descendre et de suivre votre boîte crânienne. Parce que vous pouvez, par exemple, avoir une solution de continuité, peut-être dans une suture ici, ou bien ici, sur cette coupe-là, il n'y a rien, mais vous descendez plus bas, au niveau occipital, vous allez trouver une anomalie donc, de la boîte crânienne. Au 3e trimestre, toujours, on vous demande les contours de la boîte crânienne, l'aspect de la ligne médiane, la cavité du septum lucidum et l'aspect toujours de la fosse cérébrale postérieure. Il faut dire que c'est très important. Parfois, vous avez des anomalies au 3e trimestre. Moi, dernièrement, j'ai une patiente, c'est un cas exceptionnel, c'est un tératome du cerveau qui a soufflé tout le cerveau. Bon, on me l'a adressé pour une écho morphologique, j'ai fait le diagnostic et tout, elle va voir la gynéco, elle lui dit, docteur Aïtidir, elle m'a dit que on aurait pu voir ça au 2e trimestre, vous n'avez pas vu, j'aurais pu faire l'interruption et tout. Donc, eh ben, la gynéco, elle m'envoie, elle me dit, docteur Aïtidir, je dis, mais je peux pas dire ça, c'est ça, voilà. Mais elle m'a envoyé quand même les échos du 2e trimestre, tout était normal. Comme quoi, parfois, vous avez des anomalies, vous n'avez pas d'anomalies au 2e trimestre, mais au 3e trimestre, vous pouvez avoir des anomalies qui apparaissent.
Voilà, là je passe. Alors, le complexe antérieur, c'est quoi le complexe antérieur? Vous avez regardé ici, vous avez un aspect de l'ancre d'un bateau. Regardez. Le complexe antérieur, c'est la scissure interhémisphérique, le sillon précalleux, le genou du corps calleux et les deux cornes frontales. Ça donne un aspect, voilà. Ça, l'intégrité, quand on a le complexe antérieur qui est intègre, ça signe qu'il y a donc un corps calleux, il n'y a pas, ça signe l'intégrité de la ligne médiane. Là, j'ai pris, regardez, une autre fenêtre acoustique et ça me permet de voir et le corps calleux en arrière et le fameux 3 qui va dans la galette blanche et le tronc cérébral. Là, l'apport de l'échographie endocavitaire. L'apport de l'échographie endocavitaire, regardez, voilà, vraiment la netteté des images. Là, vous avez donc la patiente, elle est à 22 semaines. On a la scissure interhémisphérique qui c'est pas encore, il n'y a pas le sillon singulaire parce qu'on n'est pas encore on est à peine à 22 semaines. On l'a à 24 semaines. Et ici, le sillon précalleux. Et regardez ici le genou du corps calleux avec les fibres. C'est une commissure qui est large et les fibres qui vont de part et d'autre. Et ici, vous avez la cavité septale et on a les deux cornes frontales. Ça signe que vous avez un corps calleux, vos cornes, elles sont côte à côte. Et regardez bien, vous avez des structures ici qui sont échogènes. Ces structures échogènes, c'est de la glie radiaire qui sert d'éléments pour la migration neuronale. Et regardez ici, juste là, c'est les noyaux codés et là, c'est les thalamies et qui sont un peu plus échogènes. C'est les noyaux gris centraux un peu plus échogènes que le reste du parenchyme. Encore une fois, regardez, donc c'est la coupe sagittale du cerveau. Là, c'est l'apport de l'échographie volumique. Parfois, la tête elle est trop basse, je n'arrive pas à voir mon corps calleux. Je fais une 3D. Voilà, au départ, je pars comme ça, je travaille mon triplan et regardez, j'ai mon corps calleux, ma cavité septale, le fameux 3 qui va dans la galette blanche. Ça, c'est l'apport de l'échographie 3D, parce qu'il y a certains qui vous disent la 3D, ça sert à rien. Alors, la 3D, ça ne sert pas à prendre les photos du visage, mais ça sert plutôt à ça. Voilà, j'agrandis pour mieux voir. Voilà, ça, c'est l'écho 3D aussi, par voie endocavitaire. Voilà. Alors, aspect de la fosse cérébrale postérieure, je vous ai montré ici le cervelet, d'accord, le V4, le lac rétrocérébelleux, et ici la fosse cérébrale postérieure en sagittal. Voilà. Maintenant, là, je vois le vermis agrandi avec la fissure primaire. Il faut savoir que donc le cervelet, on a plusieurs folioles, mais on a ici la fissure primaire qui sépare la partie supérieure et la partie inférieure du vermis cérébelleux. Là, c'est un petit, c'est un algorithme très intéressant qui a été établi par Laurent Guibaud, qui est un neuropédiatre qui est à Lyon et qui nous démontre une approche diagnostique des anomalies de la fosse cérébrale postérieure et elle est basée sur les 3 principaux signes d'appel anatomiques et biométriques identifiés sur une coupe axiale donc du cervelet. Alors lui, comment qu'il travaille, vous avez déjà remarqué, on retrouve un lac rétrocérébelleux qui est augmenté. En arrière, on trouve plus de 10 mm. Comment raisonner? J'ai un lac rétrocérébelleux qui est augmenté. La première chose à faire, on va pas dire il y a une agénésie vermienne. Beaucoup m'adressent la patiente avec une agénésie vermienne. Non, c'est pas une agénésie vermienne. Il faut faire la coupe sagittale. Parce que votre vermis, il peut basculer en haut, vous n'allez pas le voir sur la coupe plan cavo-cérébelleux. D'accord? Donc, il faut faire la coupe sagittale, voir la tente du cervelet que je vous ai montré tout à l'heure. Si la tente du cervelet, elle est remontée, elle est ascensionnée, donc il s'agit très probablement, il s'agit d'un Dandy Walker, et là, c'est un peu grave parce que en général, le Dandy Walker, on a une dysgénésie du vermis et qui est petit, avec un cervelet qui est petit, d'accord, avec une ouverture du V4 et une augmentation du liquide dans la fosse cérébrale postérieure et donc il y a un pronostic cognitif qui est mauvais, alors que si je trouve que la tente du cervelet, elle n'est pas remontée, elle est à sa place. Là, j'analyse après la biométrie du cervelet et du vermis. Si je trouve que le vermis
et les lobes cérébelleux, ils sont normaux. Donc, ce liquide-là, c'est probablement soit souvent c'est un kyste de la poche de Blake, ou bien un kyste arachnoïdien, ou bien une méga grande citerne. Maintenant, je trouve que donc dans ce cas-là, l'anatomie cérébelleuse et la biométrie, elle est normale. Maintenant, il y a un autre signe d'appel, c'est quand je mesure le diamètre transverse du cervelet, je trouve qu'il est petit par rapport à la gestationnelle. Alors là, on se pose la question, est-ce qu'il est petit parce qu'il y a une atteinte du vermis qui est une réduction qui est focale, je vais vous montrer des cas, ou bien est-ce que c'est une réduction, les lobes cérébelleux, le vermis sont là, mais ici tout est petit. Alors là, c'est très important de savoir, est-ce que ce cervelet, il est petit, c'est isolé, ou bien c'est associé avec un pont qui est petit. Et donc là, on parlera d'hypoplasie ponto-cérébelleuse et le pronostic n'est pas le même. D'accord? Maintenant, l'autre cas de figure que vous avez l'habitude de voir, c'est une anatomie anormale du cervelet. Ça vous arrive de voir une fosse cérébrale postérieure qui est petite, avec un cervelet en banane, avec un lac rétrocérébelleux qui est absent. Là, c'est très probablement en faveur d'une anomalie de fermeture du tube neural, un dysgraphisme qui est haut ou bas, d'accord? Voilà. Et parfois, vous avez des deux lobes cérébelleux, un bloc cérébelleux. Vous n'avez pas de vermis. Et là, on pensera à un rhomboencéphalosynapsis. En tout cas, cet algorithme, il est très intéressant, d'accord? Mais il faut travailler avec quand vous faites des échographies. Alors, ça, c'est l'examen de diagnostic. Les plexus choroïdes, il faut savoir que les plexus choroïdes, regardez, ils sont plus échogènes. Voilà, ils sont là, on les trouve ici. Ça, c'est le plexus du ventre. Alors, le plexus choroïde, ici, le ventricule latéral. Ici, c'est le V3. Et on peut trouver aussi au niveau du V4. Le parenchyme cérébral, alors on a les noyaux gris, je vous ai montré tout à l'heure. Ici, c'est le noyau lenticulaire. Ici, c'est le noyau codé. Ici, c'est les thalamies. Et ils sont échogènes. Et regardez, là, je vous montre par endocavitaire une coupe frontale du cerveau. Regardez comment vous voyez bien vos vallées sylviennes. Si je fais une coupe du bipariétal, plan cavo-cérébelleux au plan du bip, je ne vois pas très bien la partie proximale du cerveau parce qu'il y a des mouvements de réverbération. Cette vallée sylvienne, ce parenchyme cérébral que je n'arrive pas à voir en coupe axiale, je fais une coupe coronale. Regardez, j'ai les lobes frontaux, j'ai les lobes dans les vallées sylviennes, je les ai, les espaces péricérébraux, ou même les lobes temporaux. Donc, l'intérêt de la voie endocavitaire et de la coupe coronale. Regardez, donc voilà, la même chose. Hein? Le corps calleux, regardez, vous allez voir, alors je vous donne une astuce. Vous êtes dépisteur pour dire qu'un corps calleux, il est petit. Pour dire qu'un corps calleux, il est petit, il faut savoir que le corps calleux, c'est la commissure la plus importante du cerveau et elle fait partie de la ligne médiane. Et on commence à le voir à partir de 16 semaines et il termine son développement à 21-22 semaines. C'est-à-dire avant 22 semaines, je ne peux pas dire le corps calleux, il est petit, d'accord, hein? Et je vous donne une astuce sans le mesurer, parce que nous, on doit le mesurer. Vous n'êtes pas obligé de le mesurer. À partir de 22 semaines, normalement, votre corps calleux qui est là doit arriver à l'intersection ici. Vous avez vu le 3, au milieu du 3, à la terminaison du fornix, il doit arriver là. Là, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement à 18 semaines et 6 jours. D'accord? Voilà. Le corps calleux, on a ici le bec, le genou, le corps et le splénium. Voilà. Alors, la tente du cervelet, elle est là. Elle doit être là. OK? Quand vous avez un lac, alors je vous explique, quand vous avez un lac rétrocérébelleux qui est augmenté, quand je fais la coupe du plan cavo-cérébelleux, je trouve un lac rétrocérébelleux qui est augmenté. D'accord? Alors, je fais ma coupe sagittale. Si je trouve, il y a des moments où je trouve que le cervelet, j'ai une partie, celle-là, cette galette, je trouve que cette partie n'existe pas, il n'y a que ça. Et vous avez du liquide et ça remonte, ça va jusque-là. Ça, c'est un dandy walker. Le pronostic cognitif,
il n'est pas bon. Et si je trouve que j'ai un lac ici, il y a beaucoup de liquide comme ça en arrière, mais ma tente du cervelet, elle est là, eh bien, quand vous faites, parfois quand vous faites la coupe axiale, vous allez trouver que votre vermis, vous ne le voyez pas, mais quand vous faites la coupe sagittale, vous le voyez totalement. Et c'est très très important, d'ailleurs Laurent Guibault insiste dessus, c'est que pendant longtemps, quand on fait une coupe axiale, on trouve qu'on ne voit pas de vermis, on dit à la patiente il y a une agénésie vermienne pendant longtemps. Donc maintenant, il y a deux entités à comparaison, deux entités différentes. C'est important, c'est que dans l'agénésie vermienne partielle ou l'agénésie vermienne totale, où il y a une ouverture donc du V4, ascension de la tente du cervelet, c'est un Dandy Walker, pronostic cognitif mauvais, et dans l'ascension de la tente du cervelet, et avec une tente du cervelet normale, l'accrétocérébrale augmentée, mais un vermis qui est correct, dans kyste de la poche de Blake, dans le kyste arachnoïdien ou la mégagranciterne, mon vermis est là, le pronostic, il est bon. Et parfois, le kyste de la poche de Blake, il est tellement important, ça comprime un petit peu le vermis. On ne dit pas à la patiente que c'est pas bon. Il faut faire une IRM et pour voir est-ce que le vermis est là ou il n'est pas là. D'accord? Vous savez, en France, quand il y a le centre diagnostic prénatal, il y a une réunion, il y a les neuropédiatres, il y a les gynécologues, il y a tout le monde. Alors, le neuropédiatre, il est là, il demande comment est le vermis, C'est très important. Et parfois, par exemple, vous avez un lobe, le vermis est là. Un lobe cérébelleux est là. Un lobe cérébelleux, il est absent. Il a été détruit par une infection ou par une hémorragie, par une ischémie. Alors, nous, on est content. On se dit, le pronostic, il est quand même mieux que quand il y a une atteinte vermienne. Mais on fait toujours une IRM pour voir à l'IRM, est-ce qu'il n'y a pas une extension de la tête ischémique ou de la destruction vers le vermis. D'accord? Voilà. Maintenant, voilà, donc c'est la même chose. Alors, en plus de tout ce qu'on a vu dans le cerveau, on doit regarder les sutures, les fontanelles, les citernes, le tronc cérébral, les angles, la vascularisation cérébrale et la migration neuronale et la giration. On va aller vite. Regardez, il faut savoir que pour les sutures, parfois on a ce qu'on appelle des craniosténoses. On a des craniosténoses. Vous savez que les sutures, quand je fais une échographie, quand vous faites une échographie normale, vous ne faites pas de la 3D, les sutures, quand même, on les visualise uniquement au niveau du plan de coupe. D'accord? Mais maintenant, après, regardez en 3D, c'est plus intéressant. En 3D, on voit toutes les sutures. Regardez, donc c'est intéressant. Les os, c'est la 3D. D'accord? Voilà. Alors, le fornix, je vous ai montré tout à l'heure sur plusieurs coupes. Le fornix, regardez, c'est là, c'est très très important. C'est important quand vous faites une échographie, vous savez à quoi ça correspond sur le plan anatomique. Il faut apprendre. Quand je vois ça, je sais ce que c'est. Ça, je sais, ça, je sais, ça, je sais, ça, je sais. Moi, ceux qui ont assisté à mes formations, maintenant, ils savent. Quand je leur dis c'est quoi ça, bon, à plusieurs formations, mais ils savent, ils me répondent ça, ils savent ce que c'est, ça, ils savent ce que c'est. C'est très important. Alors, l'IRM, les angles, bon, ça, je passe. Voilà. La vascularisation du cerveau, je vous ai montré tout à l'heure, le polygone de Willis, d'accord? Voilà. Je vous ai enregistré. Là aussi, regardez. Là, on a le corps calleux, l'artère cérébrale antérieure avec l'artère péricaleuse et la calloso-marginale, qui ne sont pas comme ça quand il y a une anomalie du corps calleux. Le Doppler aussi, ça vous permet de visualiser, par exemple ici le tronc basilaire, là, ici le sinus droit sur la tente du cervelet, d'accord? Voilà. Et le drainage, on en a parlé tout à l'heure. La migration neuronale. La migration neuronale, c'est très très important quand vous savez un cerveau qui est petit. Parfois, vous avez un bipariétal. Alors, élément important, vous avez, quand vous faites votre échographie, regardez toujours que vous ne faites pas de compte-rendu, mais essayez de faire attention, est-ce que votre biométrie correspond à la gestationnelle? Pourquoi? Parfois, il y a une erreur de terme, on corrige, vous n'allez pas tomber sur une RCU alors que ce n'est pas le cas 2. Troisièmement, quand vous avez un BIP qui est petit, un PC qui est petit par rapport à la gestationnelle, essayez de vérifier, est-ce que c'est le BIP et le PC et le fémur et le CA qui sont petits? Dans ce cas-là, c'est un retard de croissance, d'accord?
Ou bien est-ce que c'est uniquement le BIP et le PC? Dans ce cas-là, c'est une anomalie, donc c'est une microcéphalie. Une microcéphalie, c'est un PC qui est inférieur au 3e percentile. D'accord? Un PC, pas un BIP. Alors, ce que je voulais vous dire, voilà. Alors, la migration neuronale. Alors, le cerveau, c'est très, très important pour le fœtus. Il faut savoir que le développement du cerveau, il se fait comment? Il y a une prolifération, d'accord, au niveau de la région périventriculaire, surtout au niveau occipital et au niveau frontal. Dans la région périventriculaire, il y a la prolifération des précurseurs neuronaux par multiplication. Ils se multiplient très tôt. Très tôt, d'ailleurs, je vais vous donner après des conseils. Et après, une fois qu'ils se multiplient, ça va migrer. Il y aura la migration vers la surface, soit de façon radiaire ou de façon tangentielle. Puis, il y a le développement rapide de la couche superficielle. Alors, la première, dans la prolifération, je peux avoir des anomalies de la prolifération, ça donne des petits cerveaux, le microcerveau verra. Le deuxième, la migration neuronale vers la surface, c'est je peux avoir des anomalies de migration et ça donne ce qu'on appelle des lysencéphalies. Et le développement rapide de la corticogénèse superficielle, je peux avoir des anomalies de développement du cerveau, ça peut lui donner des polymicrogéries. D'accord? Voilà, chaque étape. Et la prolifération et la migration, elles se font entre 7 et 20 semaines, phénomène aboutissant à un cortex à 6 couches. Alors, regardez là, la prolifération des précurseurs neuronaux par division, ça se fait très tôt. C'est pour ça que, moi personnellement, je le fais. Yves, c'est son cheval de bataille, c'est celui de dépister le CMV, de conseiller les femmes à risque de CMV, de dépister le CMV au premier trimestre. Faites une sérologie entre 6 et 7 semaines parce que, et leur donner des conseils, surtout si elles ont enfin bas âge ou bien elles sont dans les crèches et tout. D'accord? Parce que si elles font pas attention qu'il y a une atteinte du cerveau pendant la prolifération des précurseurs, il y aura une destruction donc de ces cellules, on aura un petit cerveau et le pronostic, il est très mauvais. Voilà. Là, c'est la voie, regardez, c'est la voie endocavitaire. Regardez ça, ça c'est la migration neuronale. La région périventriculaire, regardez, elle est un peu plus écogène. Il y a la prolifération ici par multiplication et il y aura la migration neuronale. Regardez, c'est la glie radiaire. La giration. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on vous demande juste de savoir la vallée sylvienne. Comment elle est? Elle a une forme de U à 22 semaines, de pi à 27 semaines, plus 5 à 32, elle est en forme de T. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous, on peut voir la fissure calcarine à 24 semaines, le sillon pariéto-occipitaire interne, vous pouvez le voir, c'est en face de ce sillon qu'on mesure le ventricule latéral à 24 semaines. Le sillon singulaire, je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut le voir également, et les sillons frontaux et les sillons olfactifs. Voilà, donc là, c'est la fissure calcarine. Là, c'est aussi donc le dépistage d'une infection ACMV. Je vous lance ça parce que c'est des conseils. Moi, en tout cas, je le fais. Ah bon? Mais attends, moi j'ai 1h30. Non, j'ai commencé à... Oui, voilà. Okay. Alors là, c'est très important. Alors, je vous donne des messages. Là, j'ai une femme qui est en début de grossesse, 6-7 semaines, demandez la sérologie à CMV. Alors cette femme, elle est IgM négatif, IgG négatif. Je suis contente, je lui refais à 13-14 semaines. Si c'est bon, c'est négatif, je suis tranquille, je la surveille plus. Même si elle a du CMV après, son cerveau, il n'y a pas d'atteinte. On est d'accord? Maintenant, on me dit que IgM, on me dit IgM positif, IgG négatif. Je refais 15 jours après. Si je retombe dans, voilà, IgM positif, IgG, donc IgG positif, IgM négatif, ça veut dire qu'elle est immunisée, je suis tranquille. Mais si on me dit IgM et IgG positif,
je n'élimine pas une infection récente. Donc, chez cette femme, normalement, d'accord, on doit le mettre valacyclovir 8 grammes par jour en attendant de faire une amniosynthèse après 17 semaines ou bien une trophosynthèse. Et là, j'attends la PCR, ce qu'elle me dit. Si la PCR, elle me dit qu'il n'y a rien dans le liquide amniotique, je rassure la femme, je lui dirai risque d'infection inférieur à 8% et votre bébé, il n'aura rien dans son cerveau. Maintenant, si on me dit que c'est positif pour la PCR, eh bien, là, je dois discuter, donc je dois continuer le traitement et surveiller son écho toutes les 2 semaines. Il y a apparition de lésions ailleurs, ils discutent l'ITG, il n'y a pas de lésion, je la surveille, donc jusqu'à la naissance. Et il faut savoir que quand même quand il n'y a rien à l'échographie, il y a 6 à 7% de bébés qui font des surdité de perception en rapport avec l'atteinte à CMV. Et c'est très, très grave. Alors, là, je vais passer rapidement sur 2 cas. On me dit une demi-heure. Je vais après faire 10 minutes. Dites-moi quand il me reste 10 minutes, je vais faire le live. Mais là, je vais vous montrer des cas cliniques, mais je vais passer rapide pour vous donner des messages. Parce que je vous ai dit, dépisteur, il faut être expert du normal. On est d'accord? Il faut être expert du normal. Je vous ai montré le normal. Regardez maintenant avec moi. Regardez. Là, j'ai une boîte crânienne qui a l'air d'être normale. On a une petite brachycéphalie. Mais quand je descends un peu plus bas sur le plan cavo-cérébelleux, je vois une structure ici, d'accord? C'est une méningo-encéphalocèle, d'accord? Maintenant, voilà, la voici. Là également, ça c'est en 3D. Voilà, c'est en 3D, donc ça c'est pas important. C'est juste pour un petit peu mettre en exergue un petit peu dire que c'est pas comme d'habitude. Là aussi, c'est une volumineuse méningo-encéphalocèle. Voilà, avec des espaces péricérébraux qui sont donc qui sont très réduits. Voilà, donc méningo-encéphalocèle. La voici donc en 3D. Voilà. Là, regardez, je vois la tête, la forme de la boîte crânienne, elle est en citron. En citron, des espaces péricérébraux qui sont réduits. Quand voilà, je dois rechercher mon voilà, et je vois qu'il y a une petite méningo-encéphalocèle, d'accord? Donc, le signe d'appel, c'était cette forme en citron. Donc, la forme en citron, je peux avoir une anomalie de fermeture du tube neural qui est dans le cerveau, elle est haute, ou bien un dysgraphisme dorso-lombaire. Là, donc, en allant doucement, regardez, je retrouve cette petite méningo-encéphalocèle. Retenez, quand vous avez une méningo-encéphalocèle, toujours regardez les reins du bébé. Alors, quand vous regardez les reins du bébé, vous avez une polykystose rénale. Quand on a un méningo-encéphalocèle, polykystose rénale, on doit regarder. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Non, on doit regarder les mains et les pieds. Regardez s'il y a une hexadactylie. S'il y a une hexadactylie, c'est un syndrome de Meckel-Gruber. Voilà. Alors, ce bébé-là, je l'ai suivi. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Une hexadactylie, membre supérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les pieds. Et la cerise sur le gâteau, c'est la méningo-encéphalocèle. C'est un syndrome de Meckel-Gruber. Là, voilà. 13 semaines. 13 semaines, écho du premier trimestre. Ma ligne, elle n'est pas continue. Le gynécologue est passé à côté, elle n'est pas continue, il y a un seul ventricule, c'est une holoprosencéphalie. D'accord? Voilà. Regardez, balayage axial, je reviens, hop, 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 et voilà. En avant, c'est pas continu, c'est une holoprosencéphalie. D'accord? Et plus avec anomalie cardiaque. Ici, on a un hypotaylorisme. Vous avez un hypotaylorisme, regardez le cerveau. Est-ce que c'est pas en rapport avec une holoprosencéphalie? Ça fait partie. Donc, regardez, effectivement, c'est une holoprosencéphalie qui est allobère. L'holoprosencéphalie, c'est une anomalie de la subdivision du prosencéphale. Le rhombencéphale qui donne la fosse cérébrale postérieure est normale. Donc, votre fosse cérébrale postérieure est tout à fait normale. Regardez, on a un seul ventricule. Là également, j'essaie de faire une coupe du bip. La ligne médiane, elle n'est pas normale.
Donc, regardez, on a même un problème au niveau du vermis. Et quand j'y vais doucement, on a une petite méningocèle ici. Voilà, regardez, hop. Et donc, ça, c'est un type d'holoprosencéphalie avec une communication qui est médiane. Mais vous qui êtes dépisteur, qui regardez bien le cerveau, vous allez dire, c'est pas comme d'habitude, je réfère, vous aurez fait votre travail. Maintenant, un autre cas, donc c'est toujours le même, voilà, je vous ai fait donc plusieurs coupes. Il faut faire des coupes frontales, coronales et axiales. Chacune, elle a son importance avec une main crispée, d'accord? Voilà. Ça, regardez, vous voyez cet aspect-là avec une cloison, un kyste ou une cloison dans un ventricule, ça c'est typique infection à CMV, d'accord? Maintenant, avec un placenta épais, j'y vais, j'ai un crâne en citron, une ventriculomégalie et ici, j'ai un cervelet en banane, petit, il faut que je retrouve une anomalie, un dysgraphisme, une anomalie de la fermeture tumorale. Regardez, il y a un dysgraphisme dorso-lombaire. Et même avec la 3D, on peut dire que ça commence au niveau de L4. Là, vous qui savez faire, dire que c'est pas comme d'habitude, là sur la coupe du BIP, je vois que j'ai une image au niveau, donc en arrière, qui est hypoécogène avec une image écogène à l'intérieur. Celle-là, donc je fais une 3D pour bien situer. Regardez, donc c'est une image. Attendez, je reviens, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça, regardez, c'est ce qu'on appelle une thrombose du torcular. Une thrombose du torcular, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, il y a dans le retour veineux du cerveau, le sinus droit, les sinus transverses et le sinus sagittal supérieur se rencontrent au niveau du torcular, au niveau de la confluence du sinus, on peut avoir des thromboses. Là, on a une thrombose, c'est la thrombose du torcular. C'est un aspect inhabituel. Là également, j'ai un ventricule latéral qui est à 9,2, mais j'ai fait la coupe du BIP, elle est bien, il n'y a pas de ventriculomégalie, mais je fais mon plan cavo-cérébelleux, je retrouve un lac rétrocérébelleux qui est élargi et je ne vois pas mon vermis. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Est-ce que je peux dire que c'est une agénésie vermienne? Non, je dois faire. Ben, c'est très bien, je suis très contente. Je fais ma coupe sagittale, hop, le fameux 3, mais ma galette, elle est mangée en partie. Regardez, j'ai un petit bout de cervelet, là, le lac rétrocérébelleux, là, c'est un Dandy Walker. C'est un pronostic cognitif qui n'est pas, voilà, je fais une TUI, regardez, voilà, vous voyez, c'est très important. Deuxième coupe, comme tout à l'heure, ici j'ai de lobe cérébelleux, le lac il est à 28 mm, il est augmenté, mais on a l'impression d'avoir un petit bout de vermis. Celle-là aussi, je dois faire une coupe, voilà, et je retrouve le fameux 3 qui va, ma galette en partie n'existe pas. Regardez, aussi c'est un Dandy Walker, regardez, là, regardez, aussi, vous avez vu l'apport de la coupe sagittale. Voilà. Celle-là, alors là, pourquoi je l'ai mise, celle-là? Oui, là, c'est une agénésie du corps calleux, mais l'image, elle n'est pas très belle. Donc, je vais passer parce qu'il y a des images beaucoup plus intéressantes que ça pour vous. Et les images, elles sont pas... Voilà. Regardez, par exemple, celle-là. Le lac rétrocérébelleux, il est augmenté. Mais ici, vous pensez quoi? Est-ce que votre vermis, il doit être total? Très probablement, oui. Parce que j'ai un lobe cérébelleux, mais là, c'est important. Bon, mais pour m'assurer, je fais ma coupe sagittale. On va voir. Regardez, je balaye. Déjà, quand je balaye, j'ai mon V4. Regardez, hop. Est-ce que vous avez vu le V4? Quand vous avez un V4 normal, en forme de croissant à concavité postérieure, veut dire que le vermis est normal. Et regardez, quand j'ai fait ma coupe sagittale, regardez, il est complet. Un bon pronostic pour ce bébé. Regardez là. Voilà. Maintenant, voilà ici, regardez, c'est merveilleux. Voilà le vermis. Regardez un V4. Ça, c'est un V4 normal. Alors, élément important.
Quand vous faites le plan cavo-cérébelleux, quand vous visualisez votre cervelet, essayez d'avoir un plan de coupe où vous avez et le V4, et le vermis, et le lac rétrocérébelleux, et le deux lobes cérébelleux. Pas uniquement le cervelet avec le vermis, il faut toujours avoir ce V4, c'est important. Maintenant, je fais ma coupe du bipariétal. Je vois qu'il y a une image qui est anéchogène dans le cerveau. Qu'est-ce que je fais? Je fais toutes mes coupes. Plan cavo-cérébelleux, je vois que l'image, elle descend un petit peu en bas. Je balaye à droite, à gauche et je vois que c'est une volumineuse. Donc, image qui est cloisonnée dans le cerveau. Le corps calleux est là. Le corps calleux, on le voit. Et c'est un volumineux kyste arachnoïdien. J'ai été par voie endocavitaire, voilà le corps calleux, hop, c'est un volumineux kyste arachnoïdien, mais qui ne gêne pas le développement du corps calleux, mais à un moment donné, il était très, regardez, je l'ai reprise à 35 semaines, regardez, il occupe tout, pratiquement tout le cerveau. Là aussi, je fais une coupe du bip, je vois une image qui est là, d'accord? Le Doppler, c'est négatif, il n'y a pas de ventriculomégalie, mais quand vous avez une image kystique, proche de la ligne médiane, alors elle peut interférer dans le développement du corps calleux. Donc, on doit voir est-ce que notre corps calleux est normal. Le plan cavo-cérébelleux, mon cervelet est normal, mais regardez, mon corps calleux n'existe pas. Voilà, je vais vous mettre la vidéo. Regardez, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de corps calleux. D'accord? Voilà. Là, j'ai une autre patiente, un cas hyper intéressant. Je fais, donc voilà, ici le ventricule latéral, cavité septale. Là, regardez, la région proximale, je vois pas bien, je suspecte quelque chose. La distale, je la vois, mais la proximale, je ne la vois pas. Alors, comment je vais m'assurer? Regardez, mais et quand j'ai fait, donc ici, je vois mieux parce que j'ai tourné, mais regardez, cette corne, elle est petite par rapport à celle-là. Donc, très probablement, il y a un problème de ce côté-là. Voilà, donc là, on voit un peu mieux. Voilà, et ici, je balaye, je fais la 3D, après je tourne et donc je fais un front back pour voir, voilà, ça me montre que le corps calleux est normal et le vermis est normal. Là également, c'est comme l'image que vous avez retrouvée, qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est une thrombose du torculaire. Mais ces éléments peuvent parfois comprimer l'aqueduc du sulvius et être à l'origine d'une ventriculomégalie. Là, on a une ventriculomégalie quand même à 11,5. Mais vous, ce qu'on vous demande, c'est de dire que c'est pas comme d'habitude. Voilà. Regardez ici, je mets le Doppler, ça prend pas le Doppler. Et puis, parfois, pour bien situer dans les trois plans, je fais une voie endocavitaire, je fais une 3D, je tourne mon plan. Et regardez, quand j'ai travaillé mon plan, mon corps calleux, le fameux 3 dans la galette blanche, et c'est une image qui est sustentorielle. Vous avez vu l'intérêt de l'apport de l'échographie volumique quand elle est utilisée à bon escient. Regardez, j'agrandis et je travaille bien. Je vois sur la coupe du bip que j'ai une image médiane et une petite ventriculomégalie. Et quand le plan cavo-cérébelleux, le cervelet, il est bien avec le V4. Après, sur une vidéo, je vous montre que cette structure qui est là, médiane, elle est battante et je mets le Doppler, elle prend le Doppler. C'est un anévrisme de la veine de Gallia. Anévrisme de la veine de Gallia, c'est un 3e secteur. Il faut jeter un coup d'œil sur le cœur, d'accord? Voilà, il y a une cardiomégalie parce que c'est un 3e secteur. Maintenant, je continue toujours sur le cerveau. Là, donc ça c'est la cardiomégalie avec un Doppler qui commence à se perturber, une redistribution cérébrale avec un ductus qui est normal, toujours c'est la patiente. Celle-là, regardez, voilà, ça c'est, alors je sais pas pourquoi je l'ai mise, le cervelet il est normal. Voilà, celle-là, tout me paraissait normal. L'intérêt de la coupe sagittale, de faire un examen dans les 3 plans. Tout était normal, même ma cavité septale était normale, mais j'ai un corps calleux court. La patiente, elle est à 25 semaines, il n'arrive même pas à la moitié de la, voilà, un corps calleux court. Voilà. Celle-là, image très intéressante. Je fais l'examen du bip, j'ai mon méthalamie, ma citerne ambiante, je trouve une ventriculomégalie à 12,2.
j'essaye de descendre, de monter, je ne trouve pas ma cavité septale. Ma cavité septale, je ne la trouve pas. Je trouve un V3 qui est dilaté, ascensionné. Je trouve un ventriculomégalie atype de colpocéphalie, c'est-à-dire une dilatation des cornes occipitales, et avec des ventricules qui sont parallèles et avec un aspect en triple feuillet. D'accord? L'aspect en triple feuillet, ça, c'est une agénésie. Regardez, vous voyez les 3 feuillets? Typique agénésie du corps calleux. Et on a même un vermis ici qui est atteint. Voilà, on avait une agénésie du corps calleux. Voilà. Maintenant, j'ai une autre patiente également. Je ne retrouve pas ma cavité septale. Et regardez, je descends, cervelet, il est normal. Je regardais exprès la vidéo, je monte, je descends, je ne trouve pas ma cavité septale et c'était une agénésie donc du corps calleux. Bon, oups, d'accord, voilà. Regardez, j'y vais à droite, à gauche, regardez, avec un aspect radiaire parce qu'il n'y a pas de corps calleux. C'est une agénésie du corps calleux. Celle-là également, anomalie de la gération. Je vous montre tous les 30 semaines. Regardez, elle est même pas U, même pas un U. D'accord? Voilà. Je n'ai pas aussi de cavité septale. D'accord? Giration en 8, c'est une lisencéphalie. Je balaye à droite, à gauche, je n'ai pas de corps calleux. Voilà. Et voilà. Alors, là également, regardez, hop, photo du bip. Je vois que l'hémicerveau par là, il déborde sur l'autre côté. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une hémimégalencephalie, une anomalie de la giration. Vous, dépisteurs, regardez bien, il faut retrouver les critères de qualité. Vous êtes expert du normal. Si c'est pas normal, vous référez. 10 minutes. Voilà. Alors là, je saute. Regardez là, un profil avec un profil avec, je vais vous montrer. Regardez, là, c'est une craniosténose. C'est une craniosténose. Vous allez voir, regardez, avec la main, on moufle. Avec la main, on moufle. Donc, c'est une craniosténose. Voilà. Là, c'est une irrégularité. Aussi, c'est une irrégularité. Donc, c'est une craniosténose bicoronale. Voilà. Aussi. Hop, hop. D'accord. Je passe. Regardez. Voilà. En 3D. C'est un Pfeiffer. Voilà. Donc, c'est là, les anomalies donc, des os. Donc, je passe. Hop. Là, regardez. Une anomalie de minéralisation. J'appuie. Je vois toutes les structures cérébrales. On y passe. Et après, on a également, je voulais vous montrer, sinon, voilà. Là, c'est typique hémorragie. Alors, regardez, c'est échogène le parenchyme. Les parois, elles sont échogènes épaissies. C'est typique hémorragie. C'est pas infection. Voilà, je passe. Je pense que là, je termine. Une tête en fraise, dépressible, anomalie de la minéralisation, holoprosencéphalie, allobère. Alors, regardez là. Une holoprosencéphalie avec un seul orifice narinaire, c'est ce qu'on appelle une sébocéphalie. Voilà, la sébocéphalie, on a un seul orifice narinaire. Regardez bien. Voilà, regardez, un seul orifice narinaire. Et puis, là, regardez, cervelet avec lobe cérébelleux absent. D'accord? Ischémie ou hémorragie ou infection, ventriculomégalie. Très beau. Et ventricule latéral en goutte, absence de absence de cavité septale, c'est une agénésie du corps calleux avec image d'absence d'un lobe cérébelleux. Là, c'est juste pour vous montrer, elle est à 35 semaines avec, regardez ici, les espaces péricérébraux larges, un petit cerveau, d'accord, une anomalie de développement donc, du cerveau, et en même temps, c'est un bébé où on est passé à côté, c'est un bébé qui n'avait pas des membres, d'accord, il avait des focomélies, d'accord, on est passé à côté. Et là, c'est pas important, je vous montre juste le dernier cas que je viens d'avoir il y a une semaine, et parce que c'est très important, c'est le premier de ma carrière. Bon, là aussi, bon, c'est pas celui-là, ça là, je m'en fous, c'est des kystes de plexus choroïde avec agénésie corps calleux court. Vous aurez l'occasion, avec absence des OPN. Voilà, l'intérêt de la 3D. Et je crois que le dernier, alors, attendez, voilà,
Oups, est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là? Non, non, c'est pas celui-là. On a terminé. Oups, parce que le dernier, c'est très important. Je crois que ça vient après celui-là. Voilà. Celui-là, je l'ai eu. Voilà, c'est celui-là. Alors, celui-là, je l'ai eu le 20 avril. Le 20 avril, c'est une patiente qui m'est adressée pour une microcéphalie. Effectivement, elle est à 30 semaines. Elle est à 30 semaines et quand je vois le CA, je vois le fémur, je vois la datation, tout est parfait. Mais le cerveau, je crois qu'elle était à 30 semaines, vraiment un décalage important, c'est une microcéphalie, donc un PC inférieur au 3e percentile. Et donc, par voie haute, c'était difficile. Par voie haute, ça me paraissait anormal, l'écho était difficile. Je suis passée par voie endocavitaire, alors regardez bien. Regardez bien certaines images, regardez. Regardez là. Ça, c'est les ventricules avec des images échogènes sur le parenchyme. C'est des calcifications. Je vais vous montrer des images meilleures que ça. Regardez. Voilà. Regardez là. Ça, c'est inhabituel. Regardez. Voilà. Regardez là, là. Là. D'accord? Un thalami. Vous voyez là ces images-là? Ça, c'est des images de calcification. Donc, je vais vous montrer. Alors, là, regardez bien. Vous voyez un ventricule latéral avec une cloison? Un autre ventricule latéral avec une cloison. Et regardez, donc j'ai mis la vidéo, c'est très net avec la vidéo. Regardez là. Vous voyez la cloison, regardez les calcifications. Vous voyez là les calcifications, regardez-les. Vous les voyez? Regardez les cloisons et les calcifications, regardez-les. Vous voyez? Plein de calcifications. Vous les voyez bien ici? D'accord. J'ai terminé avec ça. Oups. Voilà. Les voici, regardez. Dans le parenchyme, dans les, voilà. Et j'avais un aspect en candélabre. Un aspect en candélabre. Voilà, c'est typique CMB. Alors, quand j'ai demandé sa sérologie, elle avait une sérologie. Là, c'est par voie haute. Quand j'ai demandé la sérologie, elle était CMV supérieure à 500 à 8 semaines, mais pas 6-7 semaines. Et les IgM étaient négatifs, mais j'attends la suite chez elle pour avoir, mais vraiment un petit cerveau. Hein, voilà. Alors, je vais aller rapidement chez la femme, d'accord? Alors, on peut me brancher mon appareil, s'il vous plaît, monsieur l'ingénieur? Est-ce que c'est possible? Où est-ce qu'il est, l'ingénieur? On peut brancher les contacts. C'est possible. باش نحي هذا. S'il vous plaît, vous pouvez me faire oui, bien sûr. Bon, j'espère que bien pour avoir les éléments que je dois vous montrer. Merci. La son endologène, aténigène. Le cerveau, on peut mettre cerveau? Deuxième trimestre, c'est ça? Alors, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on zoome. Alors, non. Tout à l'heure, on dynamique. Agrandissez encore. Voilà, c'est bon. Oui, je vois. Mais là, je suis en train de zoomer. Comme vous avez vu, j'aime pas travailler sur les images timbre-poste. Voilà. Hop. Et là, je vais. Oups. Voilà.
Oui. Ah oui, c'est vrai. Moi, en tout cas, les images que j'ai ici, ce que vous avez, c'est pas la même chose. Attendez, là, est-ce que je peux avoir la sagittale? Est-ce que c'est... Non, non, c'est noir chez eux. Hein. C'est trop noir. On peut pas... On peut mettre plus blanc ici pour que ça soit chez eux bien. Est-ce que c'est mieux ici? Regardez la flèche, s'il vous plaît. Regardez la flèche. Ici, vous avez le corps calleux. Est-ce que vous suivez? Attendez. Léger, le corps calleux. Cavité septale. Le fameux 3 qui va dans la galette blanche. Voilà. Corps calleux, cavité septale. Ici, V3. Et ici, donc le fornix, l'âme tectale, le vermis et le pont. D'accord? Je vais dézoomer. Donc, on a la chance. Tout à l'heure, la femme de tout à l'heure, on ne pouvait pas regarder comment que je fais. J'utilise ma main gauche. Alors, regardez là. Ups. Est-ce que vous voyez toute la ligne médiane? Vous voyez là? C'est magnifique, non? L'OPN, vous avez vu l'OPN? Frisé, frisé, frisé. Voilà. Vous avez vu l'OPN? Donc là, vous êtes bien sur la médiane. Alors, l'OPN, corps calleux, toutes les structures que je vous ai montrées tout à l'heure. Maintenant, je vais revenir sur... Voilà, sur les images axiales. J'espère qu'il va se mettre bien, le bébé. Attendez, ups, on va tourner. Je vais vous montrer l'image pour prendre le bipariétal. Attendez. Ah non, ça c'est pour la... Voilà, je ne sais pas bien, je reviens par là. Parce qu'elle a regardé, vous voyez la grosse vessie? D'accord? Donc ça gêne. On aurait dû, voilà, mais c'est pas grave. On va, voilà, je vais faire ça comment en fait? Je fais ça. Comment je fais pour monter en haut la tête? Je la monte. Voilà, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon. Non, non. Voilà, encore. Voilà, laissez comme ça. Laissez comme ça. Je fais juste comme ça parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec cet appareil qui hein, c'est un ERA, c'est le ERA de Samsung qui est très bien. Regardez. Alors, la cavité septale, elle est là. Je vais vous la montrer. Alors, la cavité septale, la flèche, elle est où? Elle est là. Voilà. Voilà la cavité septale, vous la voyez? Voilà la cavité septale. Alors, ici, je fais comme ça. Non, je ne sais pas bien. Parce que là, je suis sur l'ombilique. Voilà. Voilà la cavité septale. Voilà la suture interhémisphérique. Et on va avoir, donc la vessie, tu as vu, elle gêne. Voilà, c'est pas grave. Je vais venir par là. Voilà. Là, c'est le plan cavo-cérébelleux. Voilà, la cavité septale, elle est là. Et le plan cavo-cérébelleux, il est là. D'accord? Regardez. Donc, on voit parfaitement la cavité septale, la suture interhémisphérique, le V3, les deux thalamies, et regardez les lobes cérébelleux, le vermis, il est plus échogène, d'accord? Et la vallée sylvienne, les noyaux lenticulaires, les thalamies, et ici, on a les noyaux codés. Voilà, Ups. Mais encore une fois, chez cette patiente, on voit parfaitement voilà, la coupe plutôt sagittale. Voilà, ici on a, regardez la coupe sagittale. Voilà, voilà. Je vais vous montrer tout de suite les images que j'ai checkées tout à l'heure. Alors, on va montrer les images qu'on a checkées tout à l'heure. Vous me les passez une par une, s'il vous plaît. Comme ça, je vais leur montrer. Parce que j'étais sûre que parfois le bébé, il ne se positionne pas comme je veux. Et quand j'ai pas le temps, je check toujours mes patientes avant pour vous montrer les éléments importants. Alors, the first image, please. Ouh là là. Mettez-moi un peu de blanc, s'il vous plaît. Mettez un peu de blanc. Encore du blanc, encore du blanc. Encore. C'est bon? Pas plus? Ok, c'est le max. Ok. C'est pas grave, parce que là-bas, on a une autre image. Regardez ici. Citerne ambiante. Est-ce qu'elle est bonne pour le bip? Qui dit non? Elle est bien pour le bip? Non, elle n'est pas bien. Regardez. Je suis sur le pilier du trigone. On est d'accord? Ça, elle est bien pour mesurer le ventricule latéral. The next, please. La prochaine.
La prochaine image. Alors, encore du blanc. Voilà, parfait. Regardez, celle-là, oui, elle est bien pour le BIP et elle est bien pour le ventricule latéral. D'accord? Regardez la cavité septale. J'ai pas l'image de tout à l'heure au milieu. La prochaine, s'il vous plaît. Oui. Non, mais pas, vous m'avez compris. Voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, voilà, maintenant, j'ai eu la chance de vous le montrer tout à l'heure. Regardez là, l'OPN et le corps calleux, cavité septale, le fameux 3 qui va dans la galette blanche et le V4. Et ici, le V3 avec l'actus sulvius. Et regardez ici, le lac rétrocérébelleux avec la tente du cervelet, elle est là. Et vous avez tout le vermis qui est normal, l'intérêt de la coupe sagittale. Deuxième image, s'il vous plaît. La prochaine. Très bien. Je vous ai remis, voilà, exprès. Ça, c'est la méthode de Laurent Guibault. Citerne ambiante, elle est bien. Pilier du trigone, c'est pas la cavité septale. La cavité septale, il n'y a pas cette structure écogène au milieu. Regardez Antoine en face du sillon parito-occipital interne. Ma vallée sylvienne. Encore l'autre image. De belles images. Là, oui, très bien. Du blanc, malheureusement, ici, ça se voit pas très bien. C'est la coupe coronale qui peut me montrer que j'ai mes deux cornes frontales qui sont à côté. Alors, quand vous avez une agénésie du corps calleux, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous faites la coupe coronale, vous avez les cornes, elles sont en cornes de taureau. Elles sont espacées parce qu'il n'y a pas de corps calleux pour les rassembler. OK? Et c'est pour ça qu'on a l'aspect en triple feuillet. The next, please. Là également, c'est le plan. Très bien. C'est le cervelet. Regardez. Mais l'image que je vous ai montré tout à l'heure, il faut toujours essayer d'avoir le V4 ici. Mais l'image, elle est très bien. Encore, la prochaine. C'est noir. C'est noir. Bon, c'est pas grave. Encore, la prochaine. C'est la résolution du... Oui. Là, regardez. Ça, c'est c'est l'artère cérébrale moyenne. C'est le polygone de Willis. Le polygone de Willis où on a, je vous ai montré tout à l'heure, l'artère cérébrale postérieure, l'artère cérébrale moyenne. Montrez-nous, s'il vous plaît, la vidéo. Je vous ai fait une vidéo. C'est pour pouvoir avoir comment faire une astuce pour avoir votre artère cérébrale moyenne. Regardez bien, à un moment donné, vous allez voir ici l'orbite. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, l'orbite est passée. Voilà. Et quand vous avez l'orbite, vous descendez plus bas, vous allez voir l'artère cérébrale moyenne qui défile. D'accord? Ici, la voici. D'accord? Voilà. Et c'est là que vous pouvez, parce que vous savez très bien que l'utilisation de l'artère cérébrale moyenne, on l'utilise pour voir s'il y a une redistribution cérébrale quand on a un retard de croissance, et on l'utilise également pour mesurer le pic systolique de l'artère cérébrale moyenne à chaque fois qu'il y a un risque d'anémie, quand on a par exemple soit un anévrisme de la veine de Galien, soit un tératome sacro-oxygien, soit un tératome au niveau du cerveau, d'accord? Là, vous êtes obligé de voir le pic systolique de l'artère cérébrale moyenne. Et l'artère cérébrale moyenne, on ne tolère pas, il faut être 0 degré, d'accord? Et pour être à 0 degré, il y a une astuce, c'est que il faut essayer, voilà, vous voyez à un moment donné, vous voyez le globe oculaire, je cherche le globe oculaire, après je descends, je mets mon Doppler, je trouve mon artère cérébrale moyenne. The next, please. Vous voyez là, on est à 0. Voilà, regardez, c'est joli. C'est comme ça que je dois mesurer. On continue. Est-ce qu'il y a une autre? Non, c'est pas à moi ça. Bon, c'est pas grave, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui. Oui. Alors, très bien. Bonne question, pertinente. Le spectre de l'artère cérébrale moyenne, comment on fait? Est-ce qu'il y a une anémie? Est-ce qu'il n'y a pas d'anémie? D'abord, le spectre de l'artère cérébrale, vous savez très bien que maintenant, pour le Doppler, on a des courbes en dehors de l'anémie. En dehors de l'anémie,
vous voyez s'il y a une redistribution cérébrale ou pas. Vous savez que dans le cerveau, il y a toujours une petite redistribution qui est normale, d'accord? L'IP, donc on va sur les abacs pour voir s'il est normal. Mais parfois, quand il y a une redistribution, je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un cas, on ne peut pas malheureusement, peut-être qu'on va le voir sur mon ordinateur, vous avez normalement dans l'artère cérébrale moyenne, vraiment la diastole, elle est basse, elle est très basse. Et quand il y a une redistribution, je vais vous montrer dans la veine de Galien sur mon ordinateur, vous avez une diastole qui est très importante. Ça veut dire qu'il y a une redistribution. C'est comme ça qu'on reconnaît. Maintenant, pour l'anémie, donc il y a un moyen qui est très intéressant, soit un moyen quantitatif ou un moyen où l'on peut avoir une astuce. Qu'est-ce que je fais? Dans le pic systolique de l'artère cérébrale moyenne, je le mesure. Normalement, il est inférieur à 2 fois l'âge gestationnel. J'ai par exemple un âge de 30 semaines. Mon pic systolique de l'artère cérébrale moyenne, il est inférieur à 60 mm/s. Il n'y a pas d'anémie. Si c'est supérieur, probablement il y a une anémie. Mais pour être plus informative, je dois rentrer sur le site périnatologie.com. Vous rentrez, vous mettez votre âge gestationnel, vous mettez en aménorrhée en jours, d'accord, en semaine d'aménorrhée plus les jours, plus ce que vous travaillez le pic systolique. Et après, il va vous calculer par rapport à la médiane supérieure à 1,5, il y a une anémie, supérieure à 1,55, c'est une anémie sévère, d'accord? Voilà. Avant, on pouvait pas faire ça, mais maintenant, et ce qui est important, c'est que le pic systolique, quand vous suspectez, il faut l'envoyer à un référent. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut être à 0, il faut pas appuyer, il faut que ce soit bien fait, parce que les conséquences, la conduite à tenir, elle en dépend. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Ben, je vous remercie pour votre interactivité. En tout cas, n'hésitez pas. On n'oublie pas de remercier le BNA. Ben oui, eh ben, il faut l'applaudir. Et je dis toujours aux patientes, n'oubliez pas de dire à votre bébé que vous avez participé dans la formation médicale continue des médecins.